Imaginez les suites d'une bataille médiévale par une froide journée d'octobre en 1415. Le sol d'Azincourt est une boue retournée, détrempée par la pluie et le sang. Des soldats anglais épuisés, largement inférieurs en nombre mais miraculeusement victorieux, montent la garde devant des milliers de prisonniers français. Des chevaliers en armure cabossée, des nobles dont les noms résonnent dans les cours d'Europe, de simples soldats tremblant encore de la bataille. Le roi Henri V contemple cette scène et fait face à une décision qui choquera le monde médiéval et violera tous les principes de la guerre chevaleresque. Ce qu'il a choisi de faire révèle une vérité sur le combat médiéval bien plus sombre que ce que les récits romancés de chevaliers honorables voudraient nous faire croire. La question de ce qu'il advenait des prisonniers après la fin des batailles expose un monde de contradictions brutales, où les codes d'honneur coexistaient avec les exécutions de masse, où certains captifs vivaient dans le luxe pendant des décennies, tandis que d'autres mouraient dans des cellules oubliées. Dans cette vidéo, vous découvrirez la réalité choquante du traitement des prisonniers au Moyen Âge. Nous révélerons le système à deux vitesses qui déterminait si un guerrier capturé vivait dans le confort ou mourait dans l'agonie. Vous apprendrez comment l'économie de la rançon a transformé la guerre en une entreprise rentable, certains prisonniers valant plus que des royaumes entiers. Nous explorerons les histoires de captifs célèbres dont le sort a stupéfié l'Europe, du roi de France qui était volontairement retourné en captivité pour honorer sa parole, au duc qui a passé 25 ans comme prisonnier et en est ressorti parlant mieux l'anglais que le français. Vous découvrirez des moments où la chevalerie a totalement failli, où des rois ont ordonné le massacre de milliers de personnes. Nous descendrons dans les cachots et les oubliettes, où les prisonniers croupissaient dans des conditions presque inimaginables, et nous examinerons comment le pouvoir royal a transformé les captifs en instruments de terreur et de contrôle politique. L'image populaire de la guerre médiévale suggère que les chevaliers capturés étaient invariablement traités avec honneur, rançonnés selon un code chevaleresque qui régissait le combat civilisé. Cette notion, aussi séduisante soit-elle, est plutôt un mythe. La vérité était bien plus nuancée, façonnée par des distinctions de classe rigides qui signifiaient la vie ou la mort, influencée par le fait que les ennemis vous considéraient comme civilisés ou barbares, et déterminée par des calculs politiques qui pouvaient l'emporter sur n'importe quel code. Le traitement dépendait du statut social, de la richesse, des relations politiques, de l'identité de votre ravisseur, de la situation stratégique, et parfois simplement de la chance. Ce que vous êtes sur le point de découvrir s'inspire de chroniques contemporaines, de archives judiciaires de la cour de chevalerie, de preuves archéologiques et de recherches historiques de pointe. Les histoires qui suivent incluent des retournements de situations choquants, des massacres calculés perpétrés par des rois légendaires et des captivités de 25 ans qui ont entièrement remodelé des vies. Ce voyage dans les recoins les plus sombres du monde médiéval remettra en question les idées reçues et révélera comment le sort des prisonniers reflétait les réalités brutales du pouvoir, de la classe sociale et de la guerre à une époque très différente de la nôtre. Au cœur du traitement des prisonniers au Moyen Âge se trouvait une division fondamentale qui déterminait si vous viviez ou mouriez, souffriez ou prospériez. Cette division n'était pas basée sur le courage ou l'habileté au combat, mais sur la classe sociale. L'approche médiévale des prisonniers de guerre fonctionnait comme un système rigide à deux vitesses, où votre rang social importait infiniment plus que vos actions sur le champ de bataille. Pour les nobles et les chevaliers, la capture signifiait entrer dans un processus établi de rançon, de négociation et de libération éventuelle. Pour les simples soldats, ce même moment de reddition pouvait signifier une exécution immédiate, l'esclavage, ou au mieux un sort incertain, dépendant entièrement du caprice de leur ravisseur. Le code chevaleresque formalisait des règles élaborées, régissant la guerre au sein de l'élite. Les chevaliers apprenaient en ces principes, dès l'enfance, comprenant que le combat entre hommes de noble naissance comportait certaines attentes et protections. Lorsque les chevaliers s'affrontaient sur les champs de bataille, ils opéraient dans un cadre qui valorisait la capture plutôt que la mise à mort, la rançon plutôt que la vengeance. Pourtant, ce cadre protecteur s'appliquait exclusivement à une strate étroite de la société médiévale. Le code chevaleresque n'accordait ses faveurs qu'aux hommes d'armes, cette élite riche et lourdement armée qui pouvait se permettre l'équipement, l'entraînement et le style de vie de la chevalerie. L'infanterie ordinaire, les archers, les paysans conscrits,
les fantassins qui accomplissaient une grande partie des combats réels. Tous existaient en dehors de la protection des règles chevaleresques. Ils pouvaient être, dans le langage cru de la guerre médiévale, tués en toute impunité. Derrière cette division se cachait une logique économique brutale. Un noble capturé représentait une fortune en rançon potentielle, une manne financière qui pouvait financer d'autres campagnes ou enrichir le ravisseur pendant des années. Plus le rang du prisonnier était élevé, plus la somme que sa famille paierait était extraordinaire. Cela créait une puissante incitation à préserver la vie des nobles et à considérer les ennemis aristocratiques comme des marchandises de valeur. Les simples soldats n'avaient aucune valeur de rançon. La famille d'un paysan conscrit luttait probablement pour se nourrir, sans surplus pour rançonner un fils capturé. Le calcul économique était froidement simple. Les nobles valaient la peine d'être préservés. Les roturiers étaient sacrifiables. Ce caractère sacrifiable se manifestait brutalement sur d'innombrables champs de bataille. Les soldats paysans du côté perdant faisaient face à des exécutions de masse avec une régularité troublante, justifiées par les vainqueurs qui prétendaient ainsi empêcher ces guerriers vaincus de se tourner vers le banditisme. La procédure de reddition elle-même reflétait ces divisions de classe avec une clarté cérémonielle. Lorsqu'un chevalier faisait face à la capture, le processus suivait des étapes ritualisées. Le chevalier qui se rendait déclarait son nom et son rang, établissant pour son ravisseur qu'il se trouvait là un homme digne d'une rançon. Il parlait en français, la langue internationale de la chevalerie, prononçant « je me rends » pour se soumettre formellement. Venait ensuite le geste symbolique, le retrait de son gantelet droit, remis à son ravisseur comme gage physique de sa reddition. C'était un processus individuel, régi par des règles non écrites que les deux parties comprenaient. Pour les simples soldats, aucune procédure de ce type n'existait. La reddition sur un champ de bataille médiéval s'opérait sans normes ni loi pour protéger le guerrier ordinaire. Un vainqueur n'acceptait la reddition que s'il y percevait une récompense suffisante. Autrement, la pitié devenait une question de pur hasard. Certains pouvaient être libérés par compassion ou indifférence, d'autres étaient exécutés pour l'exemple, leur mort visant à terroriser les survivants. Les captifs médiévaux se retrouvaient entièrement à la merci de leurs ravisseurs, sans aucun recours à une autorité supérieure, sans cadre juridique, sans attente d'un traitement établi. Votre survie dépendait de calculs que vous ne pouviez ni prédire ni influencer. Ce système révèle quelque chose de profond sur la conception de la guerre et de la valeur humaine dans la société médiévale. La même culture qui a développé des codes élaborés d'honneur chevaleresque, qui a célébré la vertu chevaleresque et la noblesse martiale, a simultanément accepté que la majorité des guerriers ne méritait aucune protection. La contradiction n'apparaît choquante que d'un point de vue moderne. La société médiévale fonctionnait sur l'hypothèse fondamentale que différentes classes de personnes méritaient des traitements fondamentalement différents, que les bien-nés possédaient une valeur inhérente qui manquait aux roturiers, et que la guerre, comme tout autre aspect de la vie, devait refléter ces hiérarchies éternelles ordonnées par Dieu et la nature. Au milieu du XIe siècle, la rançon avait retrouvé une place prépondérante dans la guerre médiévale, et du milieu du XIIe siècle jusqu'au XVe, elle est devenue sans doute la caractéristique dominante de la guerre entre les puissances chrétiennes d'Europe occidentale. La recherche contemporaine révèle que le terme prisonnier de guerre est apparu pour la première fois en 1357, consigné dans des documents juridiques anglo-normands. Ce n'était pas simplement une coutume militaire, mais toute une économie, un système qui transformait les ennemis capturés en actifs de valeur et créait des incitations financières qui façonnaient fondamentalement la manière dont les batailles étaient menées. Les mécanismes fonctionnaient avec une sophistication surprenante, en particulier pendant la guerre de 100 ans. Lorsqu'un soldat capturait un ennemi, le prisonnier ne devenait pas uniquement la propriété du ravisseur. Au contraire, une distribution soigneusement calculée s'ensuivait. Le ravisseur recevait une part, le récompensant directement. Son supérieur militaire recevait un tiers de la valeur du captif. La couronne recevait un neuvième, ou un tiers si le supérieur du ravisseur était le roi lui-même. Ces proportions, consacrées par le droit militaire, assuraient que la capture de prisonniers de valeur enrichissait plusieurs niveaux de la hiérarchie, créant des incitations pour que chacun préserve en vie les ennemis nobles. La détermination des montants de rançon
impliquaient des calculs complexes dépassant les simples formules. Les traités de chevalerie recommandaient que la rançon approche le revenu annuel du prisonnier. Pourtant, les ravisseurs prenaient également en compte la réputation, les relations sociales et politiques, la richesse apparente et les coûts engagés pendant la captivité. Les négociations devenaient des danses complexes d'évaluation et de contre-proposition, durant parfois des années. Les sommes pouvaient atteindre des niveaux stupéfiants. Lorsque Richard Cœur de Lion tomba en captivité, sa rançon atteignit 150 000 marks, soit 100 000 livres d'argent, l'équivalent de 2 à 3 fois le revenu royal annuel de l'Angleterre. Le roi Jean II de France vit sa liberté évaluée à 3 millions de couronnes d'or en vertu du traité de Brétigny en 1360. Pendant la guerre de Cent Ans, les comtes et les évêques pouvaient payer entre 2000 et 8000 livres. Pour mettre cela en perspective, un ouvrier qualifié gagnait environ 4 deniers par jour. 2000 livres représentaient environ 330 ans de travail journalier. La rançon d'un baron, généralement de 500 livres, équivalait à 30 000 jours de travail qualifié. Les chevaliers commandaient des rançons de 50 à 500 livres. La liberté de Bertrand du Guesclin fut évaluée à 100 000 francs d'or, reflétant à la fois ses prouesses militaires et son importance politique. Au sein de ce système, se sont développées des pratiques équilibrant les impératifs économiques et les réalités pratiques. Le concept de parole est né du mot français signifiant à la fois discours et promesse. Les prisonniers étaient parfois libérés temporairement pour réunir leur propre rançon, dépendant entièrement du système de l'honneur. Baudouin de Ramela fut libéré par Saladin après n'avoir payé qu'une petite partie de la somme demandée. Bertrand du Guesclin obtint la parole du prince noir pour réunir son immense rançon. Le système fonctionnait, car les violations de parole entraînaient des conséquences dévastatrices pour l'honneur et la réputation. Une autre pratique permettait aux prisonniers de substituer des otages comme garantie pendant qu'ils rassemblaient la rançon. Un chevalier capturé pouvait s'arranger pour que son fils ou son frère prenne sa place pendant qu'il rentrait chez lui pour liquider ses biens et réunir la somme requise. Cela reconnaissait la difficulté pratique de réunir d'importantes rançons tout en étant emprisonné. Ces coutumes servaient les intérêts économiques des ravisseurs en maximisant la probabilité de recevoir effectivement le paiement. Pour formaliser ce système complexe, l'Angleterre a établi la cour de chevalerie sous le règne d'Édouard III. Présidé par le connétable et le maréchal d'Angleterre, ce tribunal spécialisé entendait les litiges concernant les droits sur les prisonniers et les rançons. Un soldat qui avait initialement capturé un ennemi conservait-il les droits principaux, ou la revendication ultérieure de son commandant prévalait-elle? Si un prisonnier s'échappait ou mourait avant que la rançon ne soit payée, qui supportait la perte? Lorsque les rançons restaient impayées pendant des années, quel recours existait? Ces questions se posaient constamment dans l'économie complexe de la guerre médiévale. Fait intéressant, la Cour employait des procédures de droit civil continental plutôt que la common law anglaise, reflétant la manière dont la guerre médiévale transcendait les frontières nationales et exigeait des cadres juridiques pouvant fonctionner dans différentes juridictions. La Cour aidait à régler les litiges de paiement, à statuer sur les revendications contradictoires et fournissait un forum où les complications inévitables de l'économie de la rançon pouvaient être résolues sans recourir à davantage de violence. Cette institutionnalisation des procédures de rançon démontre à quel point la pratique a profondément pénétré la culture militaire médiévale, nécessitant un appareil juridique spécialisé pour gérer ces complexités. Parmi les milliers et milliers de personnes qui ont connu la captivité, certains prisonniers sont devenus légendaires. La capture du roi Jean II de France à Poitiers en 1356 a représenté un événement exceptionnellement rare, qui a provoqué une onde de choc dans toute la chrétienté médiévale. Qu'un monarque régnant tombe aux mains de l'ennemi sur le champ de bataille violait l'ordre naturel tel que la société médiévale le comprenait. Le prince noir avait porté à la France un coup bien plus dévastateur qu'une simple victoire militaire. Pourtant, l'expérience de Jean ressemblait peu aux cellules de cachot. Malgré son statut de prisonnier, on lui accorda des privilèges royaux qui reconnaissaient son rang même dans la défaite. Il fut autorisé à voyager,
maintenant un style de vie étrangement incongru avec l'emprisonnement. Jean acheta des chevaux, acquit des animaux de compagnie, acheta de beaux vêtements. Il conserva son astrologue et maintint un orchestre de cour. Ses résidences se listent comme une visite des plus belles propriétés d'Angleterre. Le palais de Savoie, le château de Windsor, Hertford, Somerton, Berkhamsted, et même la tour de Londres. C'était la captivité telle que vécue par ceux au sommet absolu de la société. Le traité de Brétigny en 1360 établit les conditions de la libération de Jean. La rançon était stupéfiante. 3 millions de couronnes d'or. Après 4 ans, Jean fut libéré en échange de 83 otages, dont son propre fils Louis, duc d'Anjou. Mais alors se produisit un événement qui choqua l'Europe. Louis s'échappa de la garde anglaise et s'enfuit en France. Son père fut confronté à un choix entre l'intérêt personnel pragmatique et les dictats de l'honneur. Selon les termes de sa libération, il avait donné sa parole que les conditions seraient respectées. La fuite de son fils violait ces termes. Jean prit une décision presque incompréhensible pour les sensibilités modernes. En 1364, invoquant la bonne foi et l'honneur, il retourna volontairement en captivité en Angleterre. Aucune force ne l'y contraignit. Au lieu de cela, les exigences de l'honneur l'obligèrent à retourner en prison, à se remettre entre les mains de son ennemi, parce que sa parole avait été donnée. Il mourra à Londres en avril 1364, toujours prisonnier. Ce que cela révèle va au-delà de la psychologie individuelle pour éclairer toute une vision du monde où l'honneur pouvait importer plus que la liberté elle-même. Là où la captivité de Jean II dura 4 ans et se termina par une tragédie, l'expérience d'un autre prisonnier s'étendit bien plus longtemps. Charles, duc d'Orléans, fut adoubé la veille d'Azincourt et capturé le lendemain, retrouvé indemne mais piégé sous des corps de camarades morts. Il ne respirera plus l'air libre en France avant novembre 1440. Le refus de l'Angleterre de rançonner Charles découlait d'un froid calcul politique. En tant que chef de la faction des Armagnacs, Charles représentait une menace qui s'étendait au-delà du champ de bataille. Libre en France, il rallierait l'opposition aux ambitions territoriales anglaises. Emprisonné en Angleterre, son influence politique s'évaporait. Il était considéré comme le prisonnier politique le plus important sous garde anglaise, trop précieux pour être libéré, trop dangereux pour être autorisé à s'échapper. La vie que Charles se construisit pendant sa captivité révèle comment certains prisonniers de haut rang transformèrent leur enfermement en opportunités créatives. Il écrivit plus de 500 poèmes en français et en anglais, développant une voix littéraire qui lui vaudra d'être reconnu comme l'un des poètes les plus accomplis de la période médiévale. Lorsqu'il fut finalement libéré le 3 novembre 1440, grâce aux efforts du duc et de la duchesse de Bourgogne, le chroniqueur Raphaël Holinshed rapporta qu'il parlait mieux l'anglais que le français. Charles avait 46 ans, ayant passé 25 ans, plus de la moitié de sa vie d'adulte, comme prisonnier. Pourtant, tous les prisonniers nobles ne vivaient pas dans le confort. Des sources contemporaines décrivent certains d'entre eux gardés enchaînés dans des cachots, connaissant des conditions qui différaient peu de celles endurées par les criminels de droit commun. Le traitement variait considérablement en fonction de facteurs dépassant le simple statut social. L'importance politique comptait énormément, comme le démontre la captivité prolongée de Charles. Un noble dont la libération renforcerait la résistance ennemie faisait face à des conditions bien plus dures que celui dont l'insignifiance politique faisait de sa rançon une simple transaction financière. Les calculs stratégiques du ravisseur influencèrent le traitement, certains choisissant de maintenir les prisonniers dans des conditions difficiles pour faire pression en faveur d'un paiement de rançon plus rapide, tandis que d'autres offrèrent du confort pour maintenir la santé du prisonnier et ainsi préserver leur précieux atout. L'état des négociations de rançon affectait la vie quotidienne en captivité. Les prisonniers dont les familles se montraient lentes à payer voyant parfois leurs conditions se détériorer à mesure que la patience de leurs ravisseurs s'épuisait. Pourtant, même ces variations pâlissent à côté de la réalité plus sombre que tous les prisonniers ne survivaient pas pour être rançonnés. Le monde médiéval qui a développé des systèmes de rançon élaborés a également été témoin de massacres choquants, lorsque les codes régissant la guerre se sont dissous sous la pression de la nécessité stratégique, de la haine ethnique ou de la rage. Aucun ne s'est avéré plus tristement célèbre que le massacre d'Azincourt. Le 25 octobre 1415,
Alors que l'après-midi avançait, Henri V fit face à une situation qui le remplissait d'effroi malgré le succès improbable de son armée. Des milliers de prisonniers français se tenaient sous bonne garde derrière les lignes anglaises. La bataille n'était pas entièrement terminée. Des forces françaises restaient sur le terrain, et Henri possédait des informations selon lesquelles des paysans et des nobles français avaient contourné ces lignes pour piller le convoi de bagages anglais. Le scénario cauchemardesque: si la bataille reprenait, les Anglais se retrouveraient pris entre de multiples menaces. Les prisonniers pourraient saisir l'occasion de se libérer, de se réarmer et de se transformer de captifs en menaces mortelles. La réponse d'Henri viola tous les principes du code chevaleresque. Il ordonna l'exécution de tous les prisonniers, à l'exception des plus hauts gradés, un ordre qui stupéfia ses subordonnés au point de les paralyser un instant. Certains récits suggèrent que jusqu'à 2200 prisonniers sont morts. Un rapport horrible décrit une douzaine d'entre eux enfermés dans une maison puis incendiés. Lorsque les soldats refusèrent initialement cet ordre déshonorant, Henri menaça de pendre quiconque ne s'y conformerait pas. Même dans cette situation extrême, la classe sociale déterminait la survie. Henri ordonna que certains prisonniers de grande valeur soient épargnés. Charles, duc d'Orléans, survécut, tout comme Jean, duc de Bourbon, et d'autres. Ces hommes possédèrent une valeur si extraordinaire que même les circonstances désespérées d'Azincourt ne pouvaient justifier leur mort. Pourtant, des centaines ou des milliers de leurs inférieurs sociaux moururent parce que le calcul stratégique l'emporta sur l'obligation chevaleresque. Ce que révèle Azincourt, c'est que toute la structure de protection des prisonniers n'existait que tant que la nécessité militaire le permettait. Lorsqu'un commandant jugeait que la préservation des prisonniers menaçait la survie de son armée, cette structure pouvait s'effondrer en un après-midi. Azincourt n'était pas un cas unique. À Crécy en 1346, les deux camps déclarèrent qu'aucun quartier ne serait fait. Les Français levèrent leur bannière sacrée, l'oriflamme, signalant qu'aucune pitié ne serait accordée à l'ennemi. Le roi Édouard III ordonna de même à ses soldats de tuer plutôt que de capturer, considérant la bataille uniquement comme une lutte pour détruire la force française plutôt qu'une opportunité de s'enrichir par les rançons. Le raisonnement d'Édouard visait à maintenir la concentration tactique. Capturer des prisonniers de valeur distrayait les soldats du combat. Les deux camps ordonnant de ne faire aucun quartier, la bataille devint une bataille d'anéantissement. La signification de pas de quartier était brutalement simple. Les vaincus ne pouvaient qu'au s'attendre à aucune pitié. La guerre de religion a apporté sa propre brutalité extrême. À Acre, en août 1191, Richard Cœur de Lion fit face à une crise lorsque Saladin ne paya pas le premier versement de la rançon à temps. Richard ordonna que 2700 membres de la garnison musulmane soient conduits hors des murs de la ville et exécutés à la vue de l'armée de Saladin. Ce n'était pas un acte spontané, mais un acte calculé, exécuté avec une délibération théâtrale, conçue pour humilier Saladin et démontrer la volonté de Richard de massacrer les prisonniers. La réputation de magnanimité de Saladin s'est avérée tout aussi nuancée lorsqu'on l'examine de près. Des sources contemporaines décrivent son traitement des prisonniers comme assez insensible, notant que lorsqu'il subissait des défaites, son comportement devenait sauvage. Lorsqu'il conquit Jérusalem en 1187, il libéra la plupart des prisonniers chrétiens contre rançon. Pourtant, les historiens estiment que 15 000 chrétiens qui ne purent payer furent vendus en esclavage, dont 7 000 hommes et 8 000 femmes et enfants. Après le massacre de Richard à Acre, Saladin ordonna l'exécution de divers prisonniers croisés en représailles. Les deux dirigeants ont probablement exécuté des prisonniers, pour des raisons pragmatiques. Ils ne voulaient pas affronter à nouveau ces mêmes adversaires dans de futures batailles. Le concept d'ennemi barbare créa une autre catégorie où les protections chevaleresques s'évaporaient entièrement. La frange celtique s'est avérée particulièrement impitoyable des deux côtés. Les Anglais considérèrent les Gallois et certains Écossais comme des barbares, qui ne connaissaient ni ne suivaient les règles de la guerre civilisée, justifiant une dureté exceptionnelle. En 1212, le roi Jean d'Angleterre ordonna la pendaison de 28 otages gallois, des garçons, au château de Nottingham, fils de chefs gallois rebelles, certains âgés d'à peine 12 ans. Selon les chroniqueurs,
Les cris pitoyables des garçons résonnèrent autour du château alors qu'un par un, ils étaient emmenés sur les remparts et pendus en rang. Les différences culturelles et linguistiques ont perpétué ce traitement sévère jusqu'au XIIIe siècle. La chevalerie était culturellement spécifique plutôt qu'universelle, ne s'appliquant que lorsque les deux camps se reconnaissaient comme faisant partie de la même civilisation. L'expérience physique de la captivité variait si radicalement que décrire les conditions de détention nécessite de reconnaître le gouffre qui sépare les destins des différents prisonniers. Les prisonniers nobles d'importance politique ne se retrouvaient généralement pas dans des cachots. Ils vivaient dans un confort relatif dans des appartements de château, leur emprisonnement s'apparentant davantage à une assignation à résidence. Pourtant, pour les prisonniers de droit commun, ceux qui étaient tombés en disgrâce, les criminels en attente de jugement et les prisonniers politiques que les ravisseurs souhaitaient briser psychologiquement, l'emprisonnement médiéval signifiait connaître des conditions approchant les limites de l'endurance humaine. Les cellules de prison médiévales étaient typiquement petites, sombres et sans air. Des dispositions minimales étaient prises pour la santé ou le bien-être, reflétant le but de l'emprisonnement comme punition, dissuasion et contrôle. Les cellules typiques étaient situées dans les niveaux inférieurs des châteaux, délibérément placées loin de la lumière naturelle ou de l'air frais. Des conditions insalubres prévalaient. Une mauvaise nutrition, souvent limitée à du pain et de l'eau avec des restes occasionnels, affaiblissait le corps des prisonniers. L'isolement complet créait des tourments psychologiques, parfois plus difficiles à supporter que la privation physique. Les cellules engendrèrent la souffrance par leur conception même. Infestées de vermine, les rats et les insectes propageaient les maladies. L'obscurité régnait, sauf pour la lumière occasionnelle d'une torche. L'humidité suintait à travers les murs de pierre, favorisant les affections respiratoires. La saleté s'accumulait sur des sols rarement nettoyés, se mêlant aux déchets humains là où l'hygiène était presque inexistante. La puanteur seule devait être écrasante. L'évolution de ces espaces révèle comment les attitudes médiévales envers l'emprisonnement ont changé. Les premiers châteaux médiévaux ne contenaient pas vraiment de cachots, car l'emprisonnement n'était pas encore une punition courante. La fin du Moyen Âge a vu la capture de prisonniers politiques devenir beaucoup plus fréquente, car les guerres civiles, les querelles de succession et les rébellions nobles ont créé des populations d'ennemis vaincus trop importants pour être libérés, mais que des considérations politiques empêchèrent d'exécuter. Les nouveaux châteaux de la fin des années 1200 contenaient des prisons spécialement construites pour détenir les rebelles. Le terme donjon lui-même éclaire cette évolution. Les anglophones ont adapté le français donjon, qui désignait à l'origine la tour sécurisée ou le grand donjon. Avec le temps, le sens a changé à mesure que ces espaces abritaient de plus en plus de prisonniers. Finalement, les cachots sont passés des plus hautes tours aux plus basses caves, où les architectes ont délibérément conçu des chambres souterraines pour la détention. Pourtant, même au sein de cette sombre catégorie, une forme se distinguait comme particulièrement horrible. L'oubliette, dont le nom dérive du français signifiant oublier, représentait une punition pire que les cachots standards. Il s'agissait de minuscules puits verticaux, souvent à peine assez grands pour se tenir debout, sans place pour s'asseoir ou s'allonger confortablement. La seule entrée était une trappe au sommet, atrocement hors de portée, garantissant que toute évasion était absolument impossible. Certaines oubliettes avaient la forme de passages étroits, forçant les prisonniers à des positions où ils ne pouvaient que se tenir debout ou s'allonger. Dans de tels espaces, les prisonniers faisaient face à la mort par inanition, qui s'étirait sur des semaines, alors que leur corps se consumait. Claustrophobes au-delà de l'imaginable, insalubres à des degrés défiant toute description, et constamment douloureuses à mesure que les muscles se crispaient. Les oubliettes représentaient certaines des pires cellules de prison médiévales, des lieux où les prisonniers étaient littéralement oubliés. Les objectifs servis par ces conditions horribles allaient au-delà du simple confinement. La punition était la fonction principale, la souffrance elle-même étant considérée comme une réponse appropriée au crime ou à l'opposition politique du prisonnier. Le contrôle était obtenu par la terreur, car ceux qui voyèrent des prisonniers sortir brisés des cachots apprenaient des leçons vivaces sur les coups de la défiance à l'autorité. La dissuasion opérait à une plus grande échelle,
les dures conditions de détention servant d'avertissement à d'autres qui pourraient envisager la rébellion, le crime ou la résistance politique. Les conditions elles-mêmes, le surpeuplement qui forçait plusieurs prisonniers dans des espaces à peine suffisants pour un seul, le manque de nourriture qui laissait les détenus perpétuellement affamés, l'exposition aux éléments à travers des murs mal scellés, toutes ces caractéristiques étaient délibérément choisies pour maximiser la souffrance et donc maximiser l'effet dissuasif. Pourtant, nous devons reconnaître que l'emprisonnement, malgré ces conditions horribles, lorsqu'il était imposé, n'était pas la punition habituelle au Moyen Âge. La plupart des peines criminelles impliquaient des amendes, des châtiments corporels, l'exil ou l'exécution, l'incarcération prolongée étant réservée à des cas inhabituels. La plupart des prisonniers se trouvaient en attente de jugement, en attente de sentence ou en attente d'une solution politique au conflit qui avait conduit à leur capture. L'attente elle-même pouvait durer des années, voire des décennies, comme Charles d'Orléans l'a découvert. Pour les criminels de droit commun, l'emprisonnement se terminait généralement par un procès puis une exécution, un châtiment corporel ou une libération, le temps de prison ne servant que de détention temporaire. Pour les prisonniers politiques, la libération dépendait de facteurs entièrement hors de leur contrôle, des alliances changeantes, des circonstances politiques changeantes, des négociations de rançon réussies, ou la mort de celui qui avait ordonné leur enfermement. Cette incertitude, savoir que votre sort reposait entre les mains d'autrui et pouvait changer demain ou ne jamais changer du tout, ajoutait une torture psychologique à la souffrance physique de l'enfermement lui-même. La relation entre l'autorité royale et les prisonniers révèle une autre dimension des structures de pouvoir médiévales. Les rois anglais affirmaient des droits exclusifs sur tous les prisonniers faits pendant la guerre, englobant non seulement les captifs nobles, mais même les simples soldats. Après la bataille de Tinchebray en 1106, le roi Henri Ier reçut 400 chevaliers et 1000 fantassins comme prisonniers royaux, répartis dans les châteaux royaux pour leur garde. Cette approche monopolistique permettait au roi de manier les prisonniers comme des instruments d'une justice sévère, renforçant l'autorité royale par des démonstrations spectaculaires de pouvoir. Les peines courantes pour les rebelles capturés comprenaient l'aveuglement, la mutilation, l'emprisonnement à vie, l'exil et l'exécution. Guillaume le Conquérant faisait fréquemment enlever les mains ou les yeux des rebelles capturés, créant des rappels visibles du pouvoir royal. Richard Ier ordonna une fois que 3 captifs français soient jetés d'une falaise, puis fit aveugler 15 autres. Ces actes brutaux étaient justifiés par les concepts médiévaux de la justice royale, la notion que le roi incarnait la loi elle-même. Les châtiments sévères dissuadaient les futures rébellions et maintenaient la paix par la terreur. Les prisonniers devinrent des outils stratégiques dans la guerre elle-même, en particulier dans la guerre de siège. Les rois menaçaient de torturer ou d'exécuter des nobles capturés pour forcer les garnisons ennemies à rendre leur château. Le roi Étienne s'est avéré particulièrement habile à cela, amenant des nobles captifs aux portes des châteaux, sous la menace d'une mort imminente. L'impact psychologique de voir son seigneur menacé d'exécution pouvait briser le moral des troupes de la garnison qui auraient pu autrement tenir pendant des mois. Les aspects logistiques de la gestion d'un grand nombre de prisonniers royaux ont créé tout un appareil administratif. Les rois répartissaient les prisonniers dans leur royaume, assignant différents captifs à différents châteaux, en fonction de leur importance, de la sécurité des divers lieux, et de la nécessité de répartir le fardeau de l'entretien sur plusieurs sites. Les nobles se voyaient confier la garde de ces prisonniers dans le cadre de leurs obligations de service féodal, transformant la garde des prisonniers en une autre dimension des relations réciproques qui structuraient la société médiévale. Les responsabilités impliquées étaient prises avec un sérieux mortel, car les geôliers négligents faisaient face à de sévères pénalités financières si leurs prisonniers s'échappaient. Le cas de William de Mandeville est un récit édifiant. Après avoir laissé un captif important s'échapper en descendant d'une fenêtre de tour à l'aide d'une corde, William se retrouva à devoir au roi Henri Ier la somme stupéfiante de 2210 livres, une amende si énorme qu'elle pouvait ruiner financièrement une famille aux nobles. Ce cas illustre l'immense valeur accordée aux prisonniers de haut rang, et l'attente que ceux chargés de les garder le fassent avec une vigilance absolue. Pourtant,
La monopolisation royale des captifs de guerre s'accompagnait d'obligations réciproques, qui aidaient à maintenir la loyauté des nobles pendant les conflits. En échange de la revendication de tous les prisonniers comme propriété royale, les rois portaient la responsabilité d'assurer la libération de leurs propres soldats capturés par l'ennemi. Cela nécessitait de négocier des échanges de prisonniers, d'organiser des paiements de rançon à partir des trésors royaux lorsque les subordonnés manquèrent de fonds pour acheter leur propre liberté, et dans certains cas, de lancer des opérations militaires spécifiquement pour libérer des subordonnés capturés. Ces obligations créaient une structure d'incitation cruciale qui aidait à maintenir la loyauté des nobles pendant les conflits prolongés, qui caractérisaient une grande partie de la période médiévale. Un noble qui savait que le roi ne ménagerait aucun effort pour assurer sa libération, s'il était capturé se battrait plus volontiers et resterait plus loyal que celui qui croyait que la capture signifiait l'abandon à n'importe quel sort que ses ennemis choisiraient. Le système fonctionnait ainsi comme un réseau complexe d'obligations mutuelles, le pouvoir royal sur les prisonniers étant équilibré par la responsabilité royale envers les prisonniers, créant des incitations qui alignaient les intérêts des rois et des nobles de manière à renforcer l'efficacité militaire globale des royaumes médiévaux. La pratique médiévale de la remise d'otages révèle un mécanisme diplomatique fondamentalement différent de la prise d'otages moderne. Dans l'Europe médiévale, les otages étaient donnés plutôt que pris, une distinction cruciale qui souligne comment cela fonctionnait dans le cadre d'accords négociés, plutôt que comme des actes de violence. Les otages servaient de garantie vivante pour sécuriser des transactions, allant des traités aux engagements de guerre, des accords financiers aux promesses de rançon. Ils fonctionnaient comme garants d'accords à court terme, comme le sauf-conduit, et servaient également de sécurité pour des engagements à plus long terme, y compris les traités de paix et les alliances militaires. Le calcul de la valeur opérait selon des principes stricts. Tout accord exigeant une démonstration de soumission ou de bonne foi demandait que l'otage possède une valeur réelle pour la personne concluant l'accord. L'otage devait être quelqu'un dont le bien-être importait réellement au signataire de l'accord, généralement un membre proche de la famille, dont la souffrance ou la mort constituerait une véritable punition pour la violation des termes. Ce système interagissait de manière transparente avec les pratiques de rançon. La pratique de permettre aux prisonniers de substituer des otages comme garantie assurait que la captivité ne durait souvent que peu de temps. Les hommes capturés au combat pouvaient s'arranger pour que leur place soit prise par des otages qui garantiraient leur intention de revenir avec l'argent de la rançon. Cela reconnaissait des réalités pratiques. Un prisonnier assis en détention ne pouvait pas facilement gérer ses domaines ou mener les négociations complexes requises pour rassembler de grosses sommes. Des exemples célèbres impliquaient la royauté. Baudouin, II de Jérusalem, Richard Ier d'Angleterre, Louis IX de France, Charles II de Naples, David II d'Écosse et Jacques Ier d'Écosse ont tous participé à des arrangements d'otages élaborés, impliquant des membres de leur famille et de la plus haute noblesse, transformant ces individus en pièces d'échec diplomatiques aux enjeux les plus élevés. Le traitement des otages existait dans un espace particulier entre l'emprisonnement et le statut d'invité d'honneur. En principe, la force de la garantie résidait précisément dans la menace pour la vie de l'otage, si l'accord qu'il garantissait était rompu. Cette menace devait être crédible, devait être réelle, sinon tout le système s'effondrerait dans l'insignifiance. Pourtant, bien que la violation des accords soit restée courante tout au long de la période médiévale, l'exécution réelle d'otages s'est produite avec une rareté surprenante. Les raisons de cette retenue combinaient calculs pragmatiques et normes culturelles. Tuer un otage pouvait procurer une satisfaction ou une vengeance immédiate, mais cela éliminait tout levier futur et nuisait à la réputation de l'exécuteur de manière à rendre les arrangements diplomatiques futurs plus difficiles. La culture aristocratique médiévale, malgré toute sa violence en temps de guerre, maintenait certaines limites autour du traitement des autres nobles, en particulier lorsque ces nobles avaient été donnés en otage plutôt que capturés par la violence. La situation dans laquelle se trouvaient à note les otages était donc souvent plus proche de celle d'un pupille, d'un enfant placé en famille d'accueil ou d'un invité d'honneur que d'un prisonnier au sens dur que nous avons exploré dans les cachots et les oubliettes.
Selon les circonstances spécifiques de l'arrangement, les otages pouvaient vivre confortablement, recevoir une éducation et une formation appropriées à leur rang, et être traités avec la courtoisie due à la noblesse même si leur liberté restait restreinte. Les jeunes otages, en particulier, pouvaient passer des années formatrices dans les cours de puissances étrangères, apprenant des langues, des coutumes et des compétences diplomatiques qui leur serviraient plus tard dans la vie s'ils survivaient pour être libérés. Cela ne signifie pas que le statut d'otage était agréable ou souhaitable, simplement qu'il existait sur un spectre de traitement qui pouvait aller de l'invité d'honneur à la menace emprisonnée, en fonction de la relation politique entre les parties impliquées et de l'état des négociations entourant l'accord que l'otage garantissait. Comprendre le traitement des prisonniers au Moyen Âge nécessite de retracer son évolution à travers les siècles, en observant les pratiques passées des coutumes brutales du Haut Moyen Âge à la culture de la rançon, qui domine le Bas Moyen Âge. Cette transformation révèle comment les incitations économiques, les changements culturels et l'évolution religieuse se sont combinés pour modifier fondamentalement la manière dont les guerriers chrétiens traitèrent les ennemis chrétiens capturés. La première période, s'étendant approximativement du 7e au 11e siècle, a vu les ennemis vaincus faire face à une brutalité crue. Les sources contemporaines soulignent le meurtre des opposants nobles précisément en raison de leur noblesse, une pratique presque inversée par rapport à la culture de la rançon ultérieure. L'esclavage fonctionnait comme une pratique standard, les prisonniers étant considérés comme des biens à exploiter pour leur travail ou à vendre pour le profit. Le système du Wehrgild régissait les réponses du Haut Moyen Âge aux morts et aux blessures, sur des principes fondamentalement différents des pratiques de rançon ultérieures. Le Wehrgild impliquait des paiements de compensation réglant les querelles et fournissant une restitution pour les meurtres, créant une structure de prix pour la vie humaine. Pourtant, ces paiements allaient aux familles des morts pour régler les dettes de sang et prévenir les cycles de vengeance, plutôt que de fonctionner comme des rançons assurant la libération de prisonniers vivants. La guerre celtique et nordique était marquée par le massacre et l'esclavage. Les Vikings ont introduit la rançon à une plus grande échelle qu'auparavant. Ils ciblaient les captifs de grande valeur, en particulier les personnalités ecclésiastiques, dont les églises paieront des sommes substantielles pour leur retour, et les nobles dont les familles possédaient la richesse nécessaire. Pourtant, les pratiques vikings sont restées incohérentes. De nombreux prisonniers étaient encore vendus comme esclaves par le biais de vastes réseaux commerciaux. Les prisonniers continuent fréquemment exécutés à des fins stratégiques. La période viking représente donc une phase de transition. La transformation spectaculaire est arrivée avec les pratiques de guerre normandes au XIe siècle. Après la bataille de Brémul en 1119, le chroniqueur Orderic Vital a rapporté que les guerriers s'épargnaient les uns les autres, plus soucieux de capturer que de tuer. Cela représentait un changement fondamental. L'accent s'est déplacé de manière décisive vers la rançon des chevaliers plutôt que leur exécution. Orderic Vital soutenait que les soldats chrétiens ne devaient pas avoir soif du sang de leurs frères, articulant une justification religieuse pour la culture de la rançon émergente. La mutilation des chevaliers était de plus en plus considérée comme peu chevaleresque. Les communautés politiques résistaient activement à de telles punitions. 3 facteurs clés ont motivé cette transformation. Les incitations économiques en étaient le fondement. La guerre basée sur les châteaux rendait les nobles capturés extraordinairement précieux pour la rançon. Un seul prisonnier de haut rang pouvait générer une richesse suffisante pour financer d'autres opérations et enrichir le ravisseur pendant des années. L'homogénéité culturelle a fourni le deuxième facteur clé. Comme la guerre se déroulait de plus en plus entre des adversaires qui partagèrent la même foi, parlaient des langues apparentées et participaient à des cultures similaires, un sentiment de camaraderie d'armes s'est développé parmi les guerriers. Une solidarité professionnelle a émergé au sein de l'aristocratie guerrière. L'évolution religieuse a fourni le troisième élément crucial. Les guerres menées contre des ennemis chrétiens manquèrent de la dimension de guerre sainte, justifiant la cruauté envers les païens. Combattre d'autres chrétiens créait des complications morales. Pourtant, nous devons reconnaître les limites cruciales de cette évolution. Le passage à la rançon s'appliquait exclusivement à la noblesse chrétienne combattant une autre noblesse chrétienne. Le système ne s'est jamais étendu aux simples soldats, qui sont restés aussi sacrifiables au XIIe siècle que dans les périodes antérieures.
la culture de la rançon n'a également jamais englobé les ennemis jugés barbares, y compris les Gallois, les Irlandais et, dans certains contextes, les Écossais, que les guerriers anglais et normands ont continué à traiter avec une extrême brutalité. La nature sélective de cette pitié révèle comment même l'évolution humanitaire la plus significative est restée fondamentalement limitée par la vision du monde hiérarchique et culturellement exclusive qui structurait la société médiévale. Au-delà du système de rançon et même au-delà des massacres de nécessité militaire se trouvèrent des pratiques plus sombres révélant tout le spectre du traitement des prisonniers au Moyen Âge. L'esclavage, bien que souvent négligé, a façonné le sort de milliers de personnes, en particulier dans les conflits entre chrétiens et musulmans. Les croisades ont généré un grand nombre de prisonniers réduits en esclavage des deux côtés. Cette pratique fonctionnait avec une telle constance que les sources contemporaines la traitent comme banale. Les prisonniers musulmans devenaient couramment esclaves lorsqu'ils étaient capturés par les forces chrétiennes, tout comme les prisonniers chrétiens pris par les armées musulmanes subissaient le même sort. Les ordres militaires réduisaient fréquemment les musulmans en esclavage et exploitèrent le travail des esclaves sur leur domaine agricole. Les justifications juridiques et religieuses ont créé des cadres réconciliant l'esclavage avec le droit chrétien et islamique. Les juristes chrétiens soutenaient que si les chrétiens ne pouvaient légalement réduire en esclavage d'autres chrétiens, réduire en esclavage des non-chrétiens restait tout à fait acceptable. La logique de l'esclavage méditerranéen de la fin du Moyen Âge était essentiellement la logique de la croisade elle-même. Musulmans et chrétiens comprenaient l'esclavage comme un moyen d'augmenter leur propre nombre tout en servant simultanément de vengeance contre les ennemis de la foi. L'échelle atteignait parfois des proportions stupéfiantes. Lorsque Saladin conquit Jérusalem en 1187, il libéra la plupart des prisonniers chrétiens contre rançon. Pourtant, les historiens estiment que 15 000 chrétiens qui ne purent payer furent vendus en esclavage. Les captifs devenaient régulièrement esclaves si les familles manquèrent de richesses suffisantes pour les rançonner. Les femmes et les enfants occupaient une position particulièrement tragique. La guerre du Haut Moyen Âge ciblait en fait les femmes et les enfants comme des victimes intentionnelles, plutôt que de les traiter comme des dommages collatéraux. Les hommes étaient tués pour que les envahisseurs puissent capturer les femmes et les enfants qui, avec le bétail, constituaient un butin prisé. La majorité des prisonniers durant cette première phase étaient des femmes. Tant que l'esclavage était resté répandu, la réduction en esclavage des populations vaincues constituait une part importante des profits de guerre. L'abandon de la réduction en esclavage des prisonniers dans les guerres entre chrétiens a représenté ce que les historiens ont identifié comme l'une des innovations les plus frappantes de la période médiévale. La torture fonctionnait comme une autre dimension sombre, employée particulièrement pour l'interrogatoire et la punition. Dans toute l'Europe médiévale, la torture servait de punition courante, utilisée pour extraire des informations ou forcer les victimes à avouer des crimes, indépendamment de leur culpabilité réelle. La poursuite de la vérité par la douleur fonctionnait comme un principe commun, les autorités croyant sincèrement qu'une personne ne pouvait pas mentir avec succès tout en souffrant l'agonie. L'aveu était considéré comme la reine des preuves, ayant plus de poids en droit médiéval que les preuves matérielles. Pourtant, la torture visait fondamentalement la soumission plutôt que la vérité. Les prisonniers avouaient souvent des crimes qu'ils n'avaient jamais commis simplement pour mettre fin à leur agonie, créant des aveux brisés, satisfaisant aux exigences légales, tout en ayant peu de rapport avec les événements réels. Les méthodes étaient conçues pour maximiser la douleur tout en évitant la mort immédiate. Le chevalet étirait le corps des victimes jusqu'à la dislocation. Les brodequins écrasèrent les doigts. La botte de fer écrasait les jambes et les pieds. Ces méthodes étaient explicitement classées en fonction du degré de désespoir des autorités pour obtenir des aveux. Les techniques moins douloureuses constituaient la question ordinaire. Les méthodes plus extrêmes étaient la question extraordinaire. Même la simple présence de chambres de torture servait des objectifs psychologiques. On montrait d'abord aux victimes la chambre avec ses instruments, puis on leur offrait la possibilité d'avouer sans subir la torture. Dans les tribunaux ecclésiastiques, la torture remplissait des fonctions ostensiblement spirituelles. L'esprit médiéval croyait sincèrement que la douleur pouvait purifier l'âme, que la souffrance pouvait consumer le péché et préparer l'esprit au salut. Ce cadre théologique transformait la torture en quelque chose approchant un sacrement.
Les traîtres faisaient face à un traitement combinant tous ces éléments sombres en des punitions conçues pour terroriser par une cruauté extrême. Pendant la révolte contre le roi Jean, des conseillers le persuadèrent de ne pas tuer les prisonniers nobles. Une retenue similaire a caractérisé la réponse initiale à la révolte des barons, dans les années 1260. Pourtant, cette retenue s'est finalement érodée. En 1330, le précédent avait été solidement établi. Plusieurs comtes avaient été exécutés, et Édouard de lui-même avait été déposé et était mort dans des circonstances mystérieuses en prison. La réponse pour les traîtres condamnés était presque invariablement la mort, mais rarement une mort rapide. Ceux qui étaient là condamnés pouvaient être traînés jusqu'à la potence derrière des chevaux, leur corps meurtri par le sol accidenté pendant le trajet vers l'exécution. Ils pouvaient être démembrés alors qu'ils étaient encore en vie, leur corps systématiquement détruit sous leurs yeux. Certains étaient bouillis vifs, une méthode d'exécution qui maximisait la souffrance et créait des spectacles horribles conçus pour terroriser les témoins. Le châtiment connu sous le nom de hanged, drawn and quartered représentait l'expression ultime de cette cruauté vengeresse. Le condamné était attaché par les pieds à une claie, essentiellement un cadre en bois, puis traîné derrière un cheval à travers les rues jusqu'au lieu d'exécution, endurant à la fois les coups physiques et l'humiliation d'être exposé aux foules moqueuses. Sur le lieu de l'exécution, il était pendu, mais descendu alors qu'il était encore en vie, se voyant refuser même la pitié de la mort par strangulation. Toujours conscient, il était émasculé, ses organes génitaux enlevés dans un acte de dégradation délibéré. Venait ensuite l'éviscération, son abdomen ouvert, et ses intestins retirés alors qu'il vivait encore, créant une souffrance presque inimaginable. Ce n'est qu'alors qu'il était décapité, se voyant enfin accorder la mort après avoir enduré des tourments calculés pour détruire à la fois le corps et l'esprit. Même la mort ne mettait pas fin au châtiment, car le cadavre était équarri, coupé en 4 morceaux, qui étaient exposés dans des lieux importants à travers le pays comme avertissement à quiconque pourrait envisager la trahison. Le traitement pré-exécution ajoutait une cruauté supplémentaire, les délinquants étant gardés dans des cachots humides, enchaînés avec de lourdes chaînes, et soumis à de longues périodes de famine et d'humiliation avant que leur sentence finale ne soit exécutée. La réalité complexe du traitement des prisonniers au Moyen Âge résiste à une caractérisation simple. Ce que nous avons découvert révèle un système fondamentalement basé sur la classe sociale, où le statut social déterminait le destin avec une certitude quasi absolue. Les nobles capturés au combat représentaient des marchandises de valeur. Certains vivaient dans des conditions proches du luxe. Les simples soldats restaient totalement sacrifiables, protégés par aucun code, leur survie dépendant entièrement des calculs de leurs ravisseurs. La chevalerie ne fonctionnait pas comme une pitié universelle, mais comme une protection sélective limitée par la classe, la culture et les circonstances stratégiques. Les codes d'honneur coexistaient de manière transparente avec des massacres brutaux dans l'esprit médiéval. Le profit économique motivait une grande partie du traitement des prisonniers. La nécessité stratégique pouvait l'emporter sur n'importe quel code, comme l'a démontré Azincourt. Le traitement dépendait de multiples facteurs croisés. La classe sociale déterminait si vous aviez droit à la protection chevaleresque. Le fait que les ennemis vous considèrent comme civilisés ou barbares déterminait si les protections seraient honorées. Le contexte politique influençait votre valeur en tant qu'otage. Les facteurs religieux déterminèrent si vous pouviez être réduit en esclavage ou rançonné. L'évolution que nous avons tracée montre un mouvement du massacre et de l'esclavage dans les premiers siècles du Moyen Âge vers la culture de la rançon qui domine à partir du XIe siècle parmi les puissances chrétiennes. Pourtant, cette évolution n'a jamais étendu ses avantages aux simples soldats. La culture de la rançon excluait également les ennemis jugés barbares, la frange celtique connaissant des brutalités que la guerre plus civilisée avait abandonnées. Les paradoxes du système créent des contrastes saisissants. Des captivités de 25 ans passées à écrire de la poésie pendant que d'autres prisonniers mouraient de faim dans des oubliettes. Des retours volontaires en captivité motivés par l'honneur, tandis que d'autres s'échappaient dans des tentatives désespérées pour la liberté. Des cadres juridiques élaborés, tandis que des milliers de personnes étaient massacrées dans des violations opportunes de ces mêmes cadres. En regardant en arrière depuis notre perspective moderne, nous pouvons tracer des continuités troublantes à côté de différences évidentes.
Les conventions de Genève font écho aux tentatives médiévales de réglementer le combat et de protéger les prisonniers, représentant l'effort continu de l'humanité pour imposer des limites à la brutalité de la guerre. Pourtant, le traitement moderne des prisonniers a hérité de certaines distinctions de classe qui caractérisaient la pratique médiévale. Les prisonniers de grande valeur recevant un traitement qualitativement différent des simples soldats. Les négociations modernes d'otages trouvent leurs racines dans l'économie de la rançon médiévale, révélant comment les calculs économiques concernant les vies humaines persistent à travers les siècles. Les conflits modernes continuent de démontrer une application sélective des règles humanitaires, les violations étant souvent justifiées par les mêmes types d'arguments de nécessité stratégique que les commandants médiévaux employaient. Lorsque nous voyons cela à travers les yeux d'aujourd'hui, la distinction médiévale entre les ennemis civilisés qui méritaient un traitement chevaleresque et les ennemis barbares qui pouvaient être tués en toute impunité, reflète de manière troublante des schémas modernes de déshumanisation des ennemis pour justifier une violence extrême. La rhétorique change, les catégories spécifiques se modifient, mais la dynamique sous-jacente persiste, définir certains ennemis comme étant en dehors des protections censées régir la guerre, créant des exceptions qui peuvent engloutir les règles qu'elles violent nominalement. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de l'un des aspects les plus sombres de l'histoire médiévale. Comprendre comment les prisonniers étaient traités après la fin des batailles révèle le monde médiéval dans toute sa complexité, allant au-delà des notions romancées de la chevalerie pour affronter les réalités brutales de la classe, du pouvoir et de la violence qui structuraient la société médiévale. J'espère que ce voyage a éclairé non seulement les pratiques historiques, mais aussi l'évolution des idées sur la guerre, l'honneur et la valeur humaine qui continuent de façonner notre monde aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette exploration de l'histoire médiévale, je serais heureux que vous donniez un j'aime à cette vidéo et que vous vous abonniez pour plus d'enquêtes approfondies sur le Moyen-Âge. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans le traitement des prisonniers au Moyen-Âge ? Est-ce que quelque chose que vous avez appris ici a changé votre façon de comprendre soit la période médiévale, soit les conflits modernes ? Vos idées aident à façonner les explorations futures, alors n'hésitez pas à participer à la conversation et à me faire savoir quels aspects de l'histoire médiévale vous aimeriez voir examinés ensuite.